Alors, je vous propose de remonter un petit peu le temps, 50 ans de 400. En 35 minutes, il va falloir aller vite, hein, on va être lactique, comme on dit. Cela dit, je ne l'aurais pas dit en 70, ça va être lactique. Et je vous propose de remonter le temps sur plusieurs thèmes. La place du 400 et sa conception, comment est-ce qu'il a été considéré à travers ces décennies. L'évolution du volume et de l'intensité dans la partie hivernale, mais surtout dans la partie spécifique. L'implication de la physiologie, ce qui a débouché ensuite sur ce qu'on a appelé la pyramide inversée, qui est une conception de méthodologie d'entraînement et de programmation, qui est allée très loin d'ailleurs. Et la meilleure preuve, c'est qu'après, il a fallu faire peut-être un retour à un équilibre. Mais avant ça, je vous propose quelques chiffres et quelques noms. Les records du monde, les records de France, pardon, d'abord chez les garçons, de 60 à, on va dire, 70. Ben, on s'aperçoit que c'est le grand Jean-Claude qui a pratiquement fait comment dirais-je, qui tenait la corde. Soulignons quand même Abdoussaï qui, lui, qui était un vrai sprinter au départ, qui a quand même fait 45,9, donc le premier à avoir franchi la barre des 46 secondes, en 1960. Puis cette décennie a effectivement ensuite été marquée par Jean-Claude. Il a fallu attendre, alors les chiffres entre parenthèses, ce sont les années qu'il a fallu avant que le record soit battu. Ensuite, dans les années 80, ben on peut dire que les années 80 ont été marquées par Aldo, qui a quand même attendu 13 ans pour battre le record de Jean-Claude. Puis Noirot, 90, et ensuite, ben, ça a été les athlètes de François, entre Marc Raquil et Leslie John. Mais cela dit, vous voyez qu'il a fallu presque une vingtaine d'années pour passer de 45 secondes, pour passer la barre des 45, pardon. Chez les filles, c'est un petit peu plus simple. Vous remarquerez également que les records de France ont été battus à chaque fois dans les grandes compétitions, championnats du monde, championnats d'Europe ou mieux, Jeux olympiques. Chez les filles, c'est un petit peu plus simple. De 60 à 70, ben, ces demoiselles, ces dames plutôt, passer le record de France à peu près tous les 2 ans. Avec bien sûr, en apothéose, la magnifique médaille d'or de Colette et puis les records du monde de Colette Besson et de Duclos en 69. Et puis ensuite, ben, ça n'a été que du Marie-Jo, qui a véritablement marqué son époque. Il a quand même fallu près de 20 ans pour que Marie-Jo tape le vieux record de Colette et Nicole. La place du 400, sa conception d'entraînement. Alors, je me suis basé sur les écrits, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu beaucoup de choses écrites sur le sprint et sur les haies, mais sur le 400, il n'y a pas grand-chose. En 1964, Robert Bobin, qui était alors DTN, écrivait ceci, mais de façon indirecte sur le 400. Il parle d'abord du sprint. Je vous le lis, la course de vitesse idéale se situe entre 40 et 60 mètres. Cette distance constitue un test le plus probant. Ce n'est qu'après une certaine préparation que l'on peut maintenir sa pleine allure sur un parcours plus long. Mais cette préparation atteint au niveau international une intensité que les temps réalisés sur 200 et 400 font classer ces épreuves sans contestation possible dans le groupe des courses de sprint. C'est la seule chose qu'il écrit sur le 400. Il dit également ceci, alors ça je vous l'ai mis pour montrer qu'effectivement dans l'esprit de Robert Bobin, c'était véritablement les sprinteurs qui pouvaient faire du 400. Autrement dit, là, si on a un bon sprinter qui fait du 200, qui est bon sur 2, il peut monter sur 4. Je vous laisse lire. Autre document, l'amicale des entraîneurs français d'athlétisme, qui a été créée en 1963. D'ailleurs, c'est dans 15 jours, je crois, qu'il y aura l'Assemblée générale à Nantes. Donc, je vous y convie. Je suis tombé sur cette revue qui regroupe les articles de 1 à 26. Première référence, Joseph Maigret, qui, dans le numéro 2 de 64, qualifie comme ça le 400. La difficulté, le meilleur stimulant de l'athlète, ça bien sûr. Pour le 400, on sélectionnera des sprinteurs puissants, résistants et très volontaires. Tous les sprinteurs ne s'adaptent pas à cette course. Leurs résultats dépendront pour une grande part du déroulement économique du mouvement, de l'aptitude à doser. On va le retrouver tout à l'heure, ça, le déroulement économique du mouvement. Donc, pour Joseph Maigret, le 400, c'est du sprint également, même si à l'époque, leur entraînement n'était pas véritablement que du sprint.
On va le voir tout à l'heure. Le spécialiste suit le même entraînement que les autres sprinteurs. Toujours dans le FA, le numéro 12 juillet 66, Jocelyn Delecourt, à l'occasion d'un colloque organisé sur Lyon ou Grenoble, je crois, avec Robert Vosna, qui n'était que simple CTR à l'époque, avant de devenir international, écrit ceci. Alors pareil, c'est une définition en direct par rapport au 4. Le sprinter doit être résistant dans un rythme. Il parle du rythme du sprinter avant tout. Il faut acquérir, excusez-moi j'ai soif, il faut acquérir de la résistance dans le rythme. Il ne s'agit pas pour cela de faire des 500 ou des 1000 mètres ou du cross, alors que ça se faisait. Un sprinter n'en a pas besoin, il se limite à courir des distances allant jusqu'à 250 mètres, même 300 mètres, alors que lui, et Gigi nous le dirait, faisait des 500 mètres l'hiver. Ce qui est suffisant aussi pour un corps de 4. Je crois qu'à l'occasion de ce colloque, ça avait été un petit peu monté exprès pour que Jocelyn Delecourt et Vosna après ramènent le 400 à ce qu'ils auraient voulu qu'il soit, c'est-à-dire vraiment du sprint. Mais alors qu'à l'époque, les coureurs de 4 s'entraînaient avec les coureurs de 8 et faisaient beaucoup de long. La suite, donc on lui pose cette question à propos des différences éventuelles d'entraînement du 200 et du 400. Et lui, il n'y a pratiquement pas de différence. Les grands coureurs de 4 s'entraînent comme des sprinteurs, ce qui n'est pas vrai. Enfin, à l'époque, ce n'était pas vrai. Il faut être vite sur 400 pour pouvoir passer vite au 200. Ce n'est pas une coquille. Nous, on dirait plutôt maintenant, il faut être vite sur 200 pour être vite sur 400. Lui, il disait, il faut être vite sur 400 pour pouvoir passer vite au 200. Il faut progresser sur 400 tout en continuant à progresser sur 200. Bon, ça, on l'applique depuis ce temps-là. Une première Bible, entraîneur 80. Ça a été pour nous un véritable outil pour les entraîneurs, avec une terminologie simplifiée, même si avant nous étions poétiquement corrects. On parlait d'endurance-vitesse, de vitesse-résistance, de volume, d'associer des termes, c'était joli, c'était imagé, ça signifiait une certaine chose. Là, Jean-Paul Zebut d'ETN a voulu une terminologie simplifiée, on a parlé de séances courtes, séances moyennes, séances longues, pourquoi pas. Programmation de l'entraînement, qu'il n'y avait pas trop avant, ça c'était suite aussi aux travaux de Van Prague, on a fait des gros progrès, alors qu'avant on parlait de saison hivernale et saison printanière, estivale même. Là, on a vraiment découpé l'entraînement, du 400 bien sûr, mais des autres disciplines, en microcycles et périodes. On aborde les bases physiologiques, ça c'est d'ailleurs le titre du chapitre, bases physiologiques élémentaires de l'entraînement. On ne va pas très loin, on se contente de décrire les processus énergétique et puis les temps d'intervention et de latence. C'est une formation permanente des entraîneurs, synthèse des travaux, parfait, sauf que pour le 400, il a été versé dans le 800. Alors, c'était avant tout une stratégie pour relancer le 800. À l'époque, c'était Michel Loury qui était responsable du sprint, mais plutôt du sprint court, 100-200. Le 400, il l'a donc laissé à Raymond Dubois. Et Raymond Dubois, constatant que le 800 n'était pas très très bon à l'époque en France, pour relancer ce 800 mètres, a voulu placer le 400 dans le 800. Cela dit, ça ne se faisait pas au niveau national, parce que les stages nationaux, les 100, 200, 400 partaient ensemble. Seulement, dans les clubs et dans les formations, le 400 était versé dans le demi-fond. Et ça n'a pas fait que du bien. Raymond savait très bien que les coureurs de 4 étaient avant tout des sprinteurs, mais encore une fois, pour une raison de stratégie, il a voulu faire ça. Alors effectivement, il pouvait s'appuyer sur des bons exemples, notamment sur Alberto Juantorena, qui en 1976 a été champion olympique sur 4 et 8. Mais bon, est-ce qu'il faut prendre ce gars-là en modèle? Je ne sais pas. Plus tard, en 1983, quand j'ai eu là-bas également, à Helsinki, 400-800. Donc, vous ne pouvez pas tellement aller contre.
Sauf que le 400 n'est plus du sprint. Non pas tant par les séances proposées en période de pré-compétition, on les verra tout à l'heure, mais elles arrivent après un gros travail de développement foncier qui a ignoré la vitesse. Et puis ce ne sont plus les sprinteurs qui les font, pour la première raison, mais aussi parce que, initialement, on sélectionne pour faire du 4 des gamins en cadet ou en junior qui ont plutôt le profil 400-800. Donc là, on a un petit peu ramé. D'ailleurs, je vous donne là, j'ai mis les 30 meilleurs performeurs. En jaune, ce sont les années 2000. En bleu, les années 90. En rouge, les années 80. Et en blanc, les années 70. Et on s'aperçoit que dans les années 80, eh bien, le meilleur, c'est Aldo, sprinter. Ensuite, Yann Quintreg, coureur de 2, pardon. Barré, bien évidemment, sprinter. Bousmar, venant du 200, demi-finaliste à Los Angeles sur 200 mètres. Et le dernier, c'est Yatser, qui effectivement aurait pu avoir ce profil-là, mais qui est passé enfin sous les 46 après avoir suivi un petit peu les entraînements d'Aldo. Donc vous voyez qu'en 80, ou du moins après les années 80, il n'y a pas eu de grands performeurs sur le tour de piste. Chez les filles, ils sont encore plus probants. En rouge, la meilleure, Sophie Malbrand, qui n'apparaît que 12e. On pourra revenir après, si vous voulez, pour d'autres études par rapport aux autres années. Alors, heureusement, dans les traces de son illustré né, et Zorro Aldo est arrivé, avant la couleur, mais surtout 19 ans avant qu'on passe sous les 45. Alors, je ne vous parlerai pas de l'entraînement d'Aldo, on en parlera ce soir, il évoquera son parcours, et je pense qu'à partir de là, on verra tout ce qu'il a fait et ce qui a été fait à cette période. Cela dit, on va le voir quand même, ce qui a été fait à cette période. En réaction à Entraîneur 80, il a fallu replacer le 400 chez les sprinteurs. J'ai mis replacer entre guillemets, parce qu'il n'était quand même vraiment jamais trop parti. On a refait des stages communs 100, 200, 400, notamment chez les jeunes, parce qu'encore une fois, chez les grands, ça se faisait. Réapparition du 300 chez les cadets. J'ai proposé que le 300 revienne, parce que ça y est, c'était fait avant. Hein. Je ne sais pas en quelle année d'ailleurs, mais ça a été fait bien avant. Notion de sprint long. Grande discussion avec Gigi. Bobin, vous verrez tout à l'heure parler de sprint prolongé. Et puis travail en qualité. C'est à partir de ce moment-là, on discutait avec Fernand. Fernand était plus versé sur les haies à l'époque, les haies hautes d'ailleurs. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de quantité de la qualité avec Fernand, Hervé et compagnie. On va revenir après. Le 400 est bien sûr aujourd'hui encore dans le sprint, mais attention au 400 en cadet. Parce qu'on peut très bien faire 47 secondes en cadet, ce qui est bien, mais c'est pas pour autant que... Enfin bon, je peux refaire le discours que j'ai tenu, que j'ai proposé pour qu'on fasse du 300 en cadet. C'est fait, tant pis. Voyons maintenant l'évolution du volume et de l'intensité. Eh bien, dans les ouvrages un petit peu plus vieux, il n'y a pas grand-chose, pas grande information, si ce n'est un volume de travail plus important pour les coureurs de 4. Voilà, c'est simplement ce qui est dit. Pas forcément des séances beaucoup plus longues que les sprinteurs, mais plus de répétitions, avec des récupérations écourtées à moindre intensité. La méthode américaine est à la mode. La méthode qui consistait à faire une première fois, je sais pas, moi je vais dire 10 fois 200 pendant 15 jours, 3 semaines, puis ensuite on en fait 8, puis après on en fait 6, etc., en allant plus vite. Ça c'était à la mode. Bobin, la forme de préparation au sprint prolongée jusqu'au 400 reste théoriquement la même pendant la période hivernale, mais pour acquérir la résistance indispensable, il est souhaitable d'augmenter le nombre des efforts et aussi la distance parcourue. Par contre, l'intensité de l'effort est diminuée et les temps de repos relatifs sont plus courts. Donc on en fait plus, mais pour pouvoir en faire plus, donc un gros volume, on va aller moins vite, quitte à récupérer moins également. Joseph Maigret, le spécialiste du 400 sur le même entraînement que les autres sprinteurs. Cependant, bon paradoxe, hein, il aura à courir sur distance plus longue, de 500 à 1000 mètres.
Et c'est effectivement ce que faisaient à l'époque les coureurs de 4. En vue d'une adaptation fonctionnelle et pour s'habituer à l'effort prolongé. Des distances de 100 à 300 mètres, peut-être en période de préparation spécifique, lui permettront d'acquérir la notion du rythme optimum. Mais avant cela, on lui aura demandé de courir à une vitesse constante, mais inférieure à celle de la compétition. Donc, quand il dit que le coureur de 4 suit les mêmes entraînements que les sprinteurs, oui et non. Jocelyn Delecourt, au cours du même colloque présenté précédemment, on lui a posé la question, est-ce que les coureurs de 4 ne vont pas manquer de résistance? Les Américains ne dépassent jamais 300 yards. Il leur arrive de faire 500 ou 600 mètres, mais non pas pour acquérir de la résistance, mais pour apprendre à souffrir. On peut faire les deux d'ailleurs. La différence entre l'entraînement sur 100 et 200 et l'entraînement sur 400 ne réside pas dans les distances parcourues, ni dans les temps réalisés à l'entraînement, mais dans le nombre de répétitions et la durée des temps de récupération. Ainsi, un coureur de 2 fera 4 fois 200 en 22,2 à 10 minutes, le coureur de 4 en fera 6 ou 8 dans le même temps, mais avec 5 minutes de récupération. On voit bien qu'il n'a jamais trop fait de 400, le père Jocelyn, parce que s'il arrive à faire ça, c'est qu'il est déjà bien entraîné. Non, mais encore une fois, c'était un colloque un petit peu pour recentrer, resituer le 400 comme voulait qu'il soit déjà Robert Vosna. Justement, en 69, Robert Vosna, le premier à avoir fait évaluer le rapport volume-intensité. À propos du travail de résistance, qu'il qualifiait, qui lui a identifié comme étant la faculté de soutenir un travail d'intensité sous-maximale à maximale pendant le temps le plus long possible. Les types de séances de résistance, lui proposaient un travail à récupération incomplète. À partir de là, sur des distances courtes, mais à intensité 95 à 100%. 80 à 100 mètres, 5 fois 200, les exemples de séances, on ne va pas trop s'attarder dessus. Le gros à retenir, c'est que travail à récupération incomplète et à grande intensité, donc forcément volume moins important. Un exemple de distance moyenne. Et le dernier exemple, les 8 à 10 fois 200 mètres, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où effectivement l'école américaine était à la mode. Alors c'est facile l'école américaine, parce que les Américains qui font du 4, ce sont des sprinteurs en 10-30, 10-40 qui sont barrés en sprint. Alors ils montent sur 4 en ayant déjà une grande valeur sur la vitesse. Nous on n'a pas toujours ça. Ou bien les séances mixtes. Je vous ai donné un exemple de compétition à la Robert Vosna, et à la Hervé Stéphane d'ailleurs, parce qu'ils travaillaient ensemble, les deux compères. Je me souviens quand on allait vous voir à l'INS. Force, alors un mot sur la force. Avant Robert, le sprinter parlait de force impulsive. Joseph Maigret parlait de force impulsive et pas trop de musculation. Les musculations étaient réservées étaient réservées aux lanceurs. C'est Robert, c'est à cette époque, peut-être pas Robert, pas que Robert bien sûr, mais c'est à cette époque-là que véritablement les sprinteurs, 100, 200, 400, se sont mis sous les barres. Mardi vitesse, mercredi une séance de résistance à intensité moyenne, le lendemain très grosse intensité, et puis le samedi 2 à 3 fois 200 dans les allures. Alors on peut s'interroger, mais à cette époque-là, le phénomène de surcompensation était à la mode aussi. Hervé, ça se pratiquait beaucoup. Et puis à la limite, samedi, faire 2 à 3 fois 200 et le lendemain la compète, c'est les séries le samedi, la finale le dimanche. C'est pas non plus inintéressant. Oui. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur la durée ou la durée par rapport aux entraînements qui sont proposés? Non, oui. Jacques me demande s'il y a une étude qui a été faite sur la durée des athlètes. Donc la durée du temps où ils ont performé. Moi, je ne l'ai pas faite. On pourra te répondre d'ici demain, parce que les athlètes, on les connaît, et on connaît à peu près, si on se réunit, là, les quelques-uns, leur durée de... Par rapport aux entraînements que vous proposez, oui. ce qui est aussi intéressant, c'est de voir s'ils ont performé
Oui, oui. Mais moi, dans mon intervention, je m'intéresse avant tout à la physionomie qui était l'entraînement plutôt qu'aux athlètes. Mais effectivement, ça pourrait se faire. Ouais, si on prend une période bien précise. Mais moi, mon propos, c'est... Oui, oui. On allait, c'était long. Hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, sur la répartition des forces du 400, effectivement, il avait un bon calcul, il prenait le temps du 200, grosso modo, il rajoutait une seconde et demie, c'est le temps de passage, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Prendre le train le plus vite possible, maintenir jusqu'au dernier virage, relâcher dans le virage et accélérer ensuite. Bruno vous dira peut-être tout à l'heure qu'on ne court pas un 400 comme ça, suite à l'étude qu'on avait faite tous les deux. Bon, c'est pour ça qu'il se trompait un peu dans la répartition d'efforts. Mais il disait ça de façon pour qu'il y ait à un moment donné du relâchement, ou du moins pour qu'on conserve cette attitude de relâchement. Donc, avant et après la période Vosna, avant les athlètes s'entraînaient long, souvent une cours de 8, et faisaient pas mal d'intervalle training. Pas ou peu de musculation, on parlait de force impulsive encore une fois, la vitesse sur piste à partir de mars, au-dessus de 150 mètres, jamais plus vite que les temps de passage, donc intensité faible, et la distance de référence était le 500. Après, donc au milieu des années 70, les athlètes s'entraînaient court, même s'ils faisaient des longs footings, parce qu'à la mode, le cardio était, à cette époque-là, le cardio était à la mode. Je me souviens que Nicolo qui faisait des footings d'1 heure avant et 1 heure après ses séances. On faisait de plus en plus de musculation, travail de vitesse l'hiver, travail d'enchaîner à récupération courte, donc évolution vers l'intensité, et la distance de référence, le 300. Alors peut-être que ce virage est dû également parce qu'on avait préparé, il y avait eu les Jeux à Mexico et qu'il y a eu pas mal d'études de fait, Hervé pourrait vous en dire beaucoup plus que moi là-dessus, et que le travail en altitude, on ne peut pas en faire beaucoup, donc on a été obligé au départ de raccourcir peut-être les séances. Et qu'à partir de là, on a pris ce virage de travailler plus court. Maintenant, si au début, quand on est en altitude et qu'on arrête des récupérations courtes, c'est pas bien non plus. Mais peut-être qu'en retour en plaine, ensuite, on s'est aperçu qu'en raccourcissant les séances et en allant plus vite, c'était bien meilleur. Les séances spécifiques d'entraîneur 80, vous voyez qu'elles ne s'éloignent pas, même si le 400 était versé dans le 800, les spécifiques ne s'éloignent pas de ce qui était proposé ou même de ce qu'on pourrait être amené à faire en ce moment. 3 à 4 fois 100 mètres, hein, ou 300, 250, 200, bon, ça sont des séances qu'on pourrait faire. Le problème, encore une fois, c'est qu'elles étaient proposées après un gros travail foncier pendant lequel on n'avait absolument pas fait de vitesse. Là, je vous ai mis ceci parce qu'il y avait également dans l'ouvrage de... comment il s'appelle ce bouquin déjà? Les courses, ça, sur les courses, mais comment il s'appelle? L'évolution volume intensité. Alors, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation parce qu'il dit tout et pareil son contraire, mais bon, il met un peu de tout. La preuve que là, on était en plein entraîneur 80. Sur le plan de la résistance, on trouve 2 types de préparation hivernale. Ceux qui font du court et puis ceux qui, effectivement, ont déjà un souci, ceux qui font du long, pardon, ou ceux qui ont déjà un souci d'intensité. Donc là, bon, c'est pas... Évolution, volume, intensité, années 90 et après, avec donc des athlètes sprinteurs. Diminution du volume hivernal, quand l'athlète est formé. Préparation de type sprinter, vitesse et musculation. Moins ou peu de séances de capacité lactique, on y reviendra tout à l'heure. Les séances de capacité lactique sont à puissance élevée. Et les séances sont davantage dans les allures de compétition, plutôt dans la saison. Ainsi donc, un volume très important concernant la préparation hivernale du temps de Maigreau et avant 70, un volume également important à intensité inférieure à la compétition en préparation spécifique, évolution très nette vers l'intensité
du temps de Robert Vosna lorsqu'il était responsable du sprint et du 400. Coup d'arrêt et retour en arrière avec entraîneur 80. Et puis volonté affichée de faire de la qualité depuis les années milieu 80. Le rapport volume-intensité a toujours été, cela dit, au service de la technique et du relâchement. Quand Mégron dit déroulement économique du mouvement, c'est pour ça qu'il préfère une intensité faible avec un volume important. Ensuite, du temps de Vosna, répartition de l'effort avec un travail technique sur les allures à intensité de compétition. Et toujours avec ce souci de relâchement et de technique. Donc là, on travaillait la technique et le relâchement dans les allures de compétition. Et ensuite, vers le sprint, de la vitesse avant tout avec un pied et un renvoi de sprinter. Là, on avait véritablement affiché une technique de sprinter. Et donc de relâchement, parce qu'on ne peut pas aller vite sans départ lâché. L'implication de la physiologie. Pas grand-chose, peu d'explications dans les ouvrages précités, dans les anciens ouvrages. On parlait d'intensité, d'amélioration des capacités fonctionnelles. Le cardio était à la mode. Je me souviens, on représentait dans 2 cercles concentriques. Et si on avait un cœur résistant, on avait un tout petit trou au milieu. Et si on avait un cœur endurant, la cavité était énorme. Et le grand discours sur 400, on ne savait pas ce qu'il fallait, parce que le cœur endurant, on sait bien, mais si on avait un cœur endurant, on pouvait penser qu'on avait des muscles également endurants, mais qui n'étaient peut-être pas capables de résister à un effort supramaximal. Et si on avait un cœur trop résistant, celui-ci n'était pas capable d'éliminer les déchets. Enfin voilà, c'était le grand... Hervé, c'est un peu ça, non? Hein? Je simplifie, hein, mais c'était ce qu'on voyait dans tous les bouquins de physio. Il n'y avait surtout pas de relation directe entre le chapitre processus physiologique et l'entraînement. Au milieu des années 70, les lactates sont à la mode. Alors il faut en faire des lactates. Il faut en faire plein. Moi je me souviens des séances où à l'arrivée d'une course, il fallait rester immobile ou même plier les jambes pour charger, parce qu'il fallait en faire, fallait les digérer, faire partir avec plein de lactates. Bon, c'était à la mode. On se faisait piquer les oreilles toutes les 5 minutes, même si on le fait encore, mais voilà. Il y a eu des excès, il y a eu trop d'implications. Et Jean-Jacques Bem, dans un 4H, de dire « Certains entraîneurs, au lieu de réfléchir aux facteurs de la performance de leur spécialité, ont voulu connaître l'implication des filières de leur spécialité et ensuite créer les séances en fonction de l'implication de ces filières, alors qu'ils pouvaient directement passer des facteurs de la performance aux séances. » Là, Gigi a bien évidemment raison, parce qu'on a oublié le terrain, on a oublié la spécificité de l'épreuve du 400, c'est vrai, mais aussi des autres épreuves. Et puis, on a également oublié les spécificités des athlètes. Donc, on faisait, pas de la science avant tout, mais on oubliait l'essentiel, les réalités du terrain. Heureusement que sous l'impulsion de Christian Nicolo, qui était responsable du CAT à l'époque, il avait demandé à Hervé Stéphan de nous présenter un petit peu ce qui se passait sur 400 niveaux physiologiques. On avait fait un numéro spécial. Et la résistance étant devenue la glycolyse anaérobie avec les notions de puissance et capacité, ou plutôt le développement de la résistance étant devenu le développement du système anaérobie, Hervé parle de la méthodologie, c'était le premier pratiquement, du développement des systèmes d'énergie dans l'optique du 400. Des exemples précis, il a bien développé tout ça, et ça a été un point de départ. Et surtout, l'aérobie est placée à sa juste utilité, qui n'est pas véritablement spécifique à l'épreuve. Il faut en faire, mais ça, on verra ça tout à l'heure, ou demain, je ne sais pas, enfin, avec les collègues, cet après-midi, voilà. Moi, je ne parle pas d'entraînement, c'est fini. Physio, interprétation, implication de l'entraînement dans les années 90. Fernand Hurtebise, lui, qui, arrivé en 90, s'intéressait de très près au 4H, bien sûr, et au 400, prônait une préparation spécifique où le travail en capacité lactique est quasiment absent. L'enchaînement des compétitions remplace ce type de travail, alors que nous, on essayait quand même de préparer un petit peu cette deuxième partie de course. Lui, c'était avant tout aller vite. Sa séance la plus contraignante dans ce registre de capacité lactique, était 4 fois 150 à 100%, récupération en 10 minutes.
Et pour travailler la phase de conservation de la vitesse, donc deuxième partie de course, ou dernière partie de course, il proposait des distances inférieures à l'épreuve à vitesse supérieure à celle de la compétition. Votre serviteur, lui, moi, enfin, proposait des séances de capacité lactique un peu plus longues, 2 à 3 fois, 2 fois 300 par exemple, ou un 5-4-3, pourquoi pas, récupération complète, afin de continuer à avancer malgré une activité lactique importante, ou des distances plus courtes, et enchaîner sous forme de série. Pourquoi? Parce que moi, je voulais absolument différencier un petit peu les 100 mètres, pensant que le premier 100 mètres n'est pas fait dans le même état d'esprit, bien sûr, et même dans les conditions physiologique que le dernier. Fernand a poursuivi dans sa démarche, et ça nous a amené à la pyramide inversée, qu'on va voir maintenant. La pyramide inversée est arrivée en 1994 dans comment dirais-je, dans l'entraîneur fédéral, le gros bouquin que vous avez peut-être tous dû avoir là, qui était évolutif, mais qui malheureusement n'a pas toujours été. Il s'agissait de passer d'une étude descriptive, un petit peu comme entraîneur 80, à une étude davantage fonctionnelle. C'était une volonté, pour ceux qui l'ont fait, c'était une volonté de notre part, de proposer peu de repères et de cadres. C'est l'entraîneur qui doit réfléchir et élaborer ses contenus et sa programmation. Adaptation permanente de l'entraîneur. La pyramide inversée de Fernand, c'est un modèle qui met l'accent sur le développement de la qualité principale, donc la vitesse, oui. En l'organisant dans le temps, donc toute l'année on fait du travail spécifique, donc pour nous le 400 identifié par Fernand comme de la vitesse sous différentes formes, et tout au long de l'année on est amené à en faire de plus en plus, donc il l'organise de façon quantitative. Et des piliers de soutien, l'aérobie et la force, viennent compléter cet entraînement. De la vitesse avant tout. Et je me souviens qu'une fois Fernand avait fait un pied de nez à propos du 500, et il avait donné cet exemple-là. Par exemple, dans le cadre d'un entraînement d'un coureur de 400 mètres qui vaut 46 ou moins, réaliser un 500 vite, 1 minute par exemple, ce qui est quand même pas mal, on est d'accord, peut sembler un effort d'une grande qualité, pourtant le passage de 400 ne sera que de 48. C'est vrai. Ce qui ne correspond pas au rythme de compétition. Peut-être que dans le dernier 100 mètres. Ce type d'effort peut à terme hypothéquer l'ambition de l'athlète. Il peut également altérer le bon fonctionnement des tendons, les articulations, diminuer la capacité de vitesse et très certainement, le plus dérangeant, conduire à ce que l'on pourrait appeler l'atonie mentale. En revanche, une séance de 60, 80, 60, réalisée dans un souci de qualité, s'effectue à des allures de compétition et peut solliciter par des récupérations bien calculées la filière lactique spécifique aux coureurs de 4. En s'éloignant là de la capacité lactique. De même pour un coureur de 8, bon là il poursuit sur un exemple de coureur de 8. Donc là c'était un pied de nez qui faisait, c'était une exagération, c'était une provocation qu'il faisait. Seulement c'était pris au pied de la lettre. Et à ce propos-là, je vais vous situer une anecdote. Ça me fait d'autant plus plaisir de parler de cette anecdote parce qu'elle met en scène un collègue qui aujourd'hui est un ancien collègue à nous, qui aujourd'hui est bien malade, Yves Azot. Et comme on dit, il souffre d'une maladie qu'on qualifie de longue. Et Yves, donc, on était en stage à Boulouris. Et tu étais peut-être, non, Lolo? Ouais. Et on avait une séance, j'avais proposé une séance 500-300 ou 500-400-300. Parce que Fernand, quand j'avais des athlètes à lui en stage, je lui proposais, fais gaffe, moi avec moi ils vont faire un 500. Il me dit, ouais, pas de problème, bon, ok, bon, on peut en faire un, c'est pas embêtant. C'est pas le 500 qui fait mal. Et Yves était là donc, les gars étaient chauffés, prêts en short à courir. Et il arrive un chien qui commence à mordiller les tendons des gars. Et je me souviendrai toute ma vie, Yves dit, ça y est, fais gaffe Pierrot, c'est Fernand qui l'envoie, c'est un chien anti-500. Et ça fait le tour du... Et on en parle encore d'ailleurs, j'espère qu'on en parle encore longtemps, mais bon. Voilà, donc, vous êtes une veillette, je crois. Enfin, je vous rassure, les gars, on fait le 500. Ouais, t'as plus de mollet. Je vous rassure, les gars, on fait le 500 et de fort belle manière. Bon, courage, Yves. Alors, la pyramide.
plus une démarche qu'un cadre précis par rapport à ce qu'elle peut apporter aux entraîneurs. En effet, que mettre dans le S de spécifique? Beaucoup de vitesse sur distance courte, inférieure à 400, ce que propose Fernand. Que cela ou autre chose? Le S ne remplace-t-il pas dans ces cas-là le R de résistance d'avant, c'est-à-dire où il n'y avait pas de distinguo entre le travail, entre la puissance et la capacité? Et c'est un petit peu ce qu'on avait ressenti lorsqu'on corrigeait les devoirs des brevets d'État ou des diplômes fédéraux, où on s'apercevait que la pyramide était bien, comment dirais-je, bien interprétée, mais mal appliquée. Parce que, encore une fois, il y avait tout ou rien. Alors que dans l'esprit de Fernand, c'était construit, bien évidemment. Hein. Alors peut-être qu'il aurait fallu que dans ce classeur, qui devait être évolutif au départ, on donne des exemples de séances, des exemples bien précis, mais au départ, ce n'était pas la volonté de ce bouquin. Donc, les gens ne faisaient que de la vitesse, malheureusement, et courte. Donc, tentative de réponse et complément pour les entraîneurs, retour à un équilibre. C'est un document que j'avais fait, moi, que j'avais appelé la piste aux étoiles, ce qui m'a valu d'être appelé le Gilles Margaritis du 400 Paris-Vazo, toujours, qui est un outil pour les entraîneurs pour bloquer, véritablement bloquer, la mode de ne faire que de la vitesse, qui bien sûr est une interprétation, une mauvaise interprétation exagérée de la pyramide. Et puis c'était une conception, à mon avis, plus proche de la réalité, avec des répartitions de séances intensives à grande incidence lactique sur 2 grosses périodes, afin de bien séparer les genres. Moi, je donnais comme 3 types de travail spécifiques. Un travail spécifique au système physiologique qui sert de support à la performance, donc la glycolyse. Des séances spécifiques aux allures de différents 100 mètres, le premier, le deuxième, le troisième, ou même le 200 intermédiaire. Et puis les séances spécifiques à l'athlète, ses points forts, ses points faibles. Ces 3 formes de séances spécifiques peuvent être complémentaires, mais ça peuvent être également les mêmes. Dans les années 2000, les parus entraîneurs en athlétisme. Merci Gilles. Merci. Et oui, non mais c'est technicien. Le chapitre sur le 400 est issu en grande partie de la piste aux étoiles. La suite sera traitée par mes collègues les années 2000, et puis par la table ronde de ce soir. En guise de conclusion, si tant est qu'on puisse donner une conclusion sur une partie historique, rapide d'accord, mais historique quand même, les meilleurs athlètes sont hors normes, la palisse ne dirait pas mieux. Ils ne répondent pas forcément à l'entraînement du moment. On a vu Colette Besson, alors qu'à l'époque, quand Colette s'entraînait, c'était avant tout du long. Elle, c'était une des premières à travailler des 300 en enchaînant directement après des 100 mètres. Bon, c'est vrai qu'elle était passée près de 2 mois à Font-Romeu. Et en descendant, elle innovait des 300 dans les allures, plus des 100 mètres. Et c'était un début d'enchaîner. Nallet, bien sûr, qui s'entraînait au début comme un sprinter avec Pierre Fritz. Et puis Aldo, qui, dans les années 80, a pris le contre-pied d'entraîneur 80. Ils ne sont pas forcément non plus des modèles sur lesquels on construit systématiquement des méthodes d'entraînement. On avait Juan Torena. Par contre, ils ont tous un point commun. Ils sont tous sprinteurs, filles ou garçons d'ailleurs. Et ils ont en plus, alors là, la faculté 400. C'est quoi cette faculté 400 ? Bruno ou Guy nous donneront tout à l'heure des réponses peut-être. C'est pouvoir courir vite alors qu'on est encore en état d'acidose bien avancé. D'aucuns l'ont, d'autres ne l'ont pas. Dans vos groupes d'entraînement, vous proposez un entraînement, il y en a à qui ça marche, d'autres à qui ça ne marche pas. C'est la définition même de l'athlète hors norme. Et pour nous, entraîneurs, peut-être que le plus important, c'est de savoir comment entraîner les autres. Parce que le hors norme, à la limite, ça roule tout seul si on a un certain savoir-faire. Les autres, c'est autre chose. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, on va passer à un petit temps d'échange.
et de questions qui va être très court. Donc on va prendre quelques petites questions. La pizza, bonjour. Et s'il y en a qui ont des questions supplémentaires, on se réservera le droit de les poser ce soir. Voilà. Prends un micro, Jacques. J'ai mangé une pizza et j'ai... Vous parlez, il fonctionne? Oui, vas-y. Il fonctionne? Oui. On entend? Vous parlez à aucun moment de double périodisation et de simple périodisation. Ça a été proposé dans l'entraînement. Oui, mais je ne veux pas parler entraînement. Mon propos, encore une fois, c'était de donner les grandes tendances de ce qu'a été l'entraînement en France comment dirais-je, ces 50 dernières années. Si, alors la double périodisation est arrivée historiquement d'abord quand il y a eu de plus en plus de salles, donc à la fin des années 60, et puis dans Entraîneur 80, suite aux travaux de Van Prague, effectivement là, ça a été le premier document sérieux, pas sérieux, ils sont tous sérieux, bien sûr, c'était le premier document plutôt, dans lequel figure une double périodisation. Ça a été proposé dans Entraîneur 80. Et puis dans les articles qui ont précédé avant, parce qu'encore une fois, Entraîneur 80, c'est la synthèse de travaux précédents. Mais tu as raison, c'est en milieu des années 75. Puis avant, il n'y avait pas trop de salles. Moi, je me souviens, quand on allait faire les chemins de France, c'était à Vittel, tout se passait là-bas. Il y avait les France universitaires, les France fédéraux. Ouais. Donc, milieu 70 à peu près. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'en Belgique, ces grandes tendances qu'on a connues ici, ça a été à peu près les mêmes. Donc, beaucoup de volume, peu d'intensité, un changement brusque après Mexico. Hein, et puis, bon, si vous avez un retour, vous, entre... Tout à fait. Bon, moi, je suis un ancien coureur de 4 et je me retrouve tout à fait dans ces tendances-là. Oui, on peut le dire si on veut. Mais c'est-à-dire que la grande réflexion que je vais parler demain, c'est que il y a d'abord la vitesse, mais là-dedans il y a de l'endurance, et donc c'est tout le jeu qu'il faut trouver entre cette endurance et cette vitesse. Voilà. Oui, l'équilibre. Et alors l'équilibre, et alors l'autre chose qui est importante, c'est qu'aux grandes compétitions, on court entre 3 et 5 fois. Oui. Et ça change énormément l'approche de la compétition. Oui, absolument. De l'entraînement pour arriver à faire la compète. Oui, mais c'est pas l'entraînement. Enfin, les préparations d'entraînement, moi je me souviens, on a celui qui va jouer et sa place, il va devoir courir vite dès les séries pour passer en demi, en quart et en finale. Donc on le prépare à la limite pour les séries, qui vont avoir lieu le vendredi. Et puis celui qui est favori, qui est pratiquement sûr de gagner, lui les séries, c'est ce que nous on propose 2 jours avant pour préparer nos séries. Lui les séries, ça va être sa préparation que nous on fait 2 jours avant. Donc ça dépend évidemment du niveau. C'est pour ça que ce que proposait Robert Vostam, enfin ce qu'on proposait à l'époque, la veille avec des répétitions sur 100, 150, voire 200 mètres dans les allures, c'est pas idiot, hein, ça fait une pré-fatigue, ça fait une surcompensation. Alors est-ce que le phénomène de surcompensation... Mais non, c'est de l'entraînement, ça. Pardon. Vincent. Incontestable de Marc Raquil, quelle est la méthode dans celle que tu as récapitulée qui a permis justement d'accéder au seul et unique titre, performance de niveau international sur 400 plats? Je raisonne sur le 400 plats puisqu'on n'a qu'une seule médaille, sauf erreur, avec Marc Raquil. Quelle est la méthode qui se rapproche le plus de celle qui nous a permis d'atteindre une médaille? Celle de Marc? Oui. Je crois que c'est... Marc, tu veux répondre ou en... La méthode, d'abord, non mais est-ce qu'il y a véritablement... si, il y a une méthode, mais il y a avant tout les athlètes, qui au départ sont sprinteurs et qui ont peut-être en plus cette... Alors lui, il a à 200% cette capacité de 400, c'est-à-dire il est... pardon ? Oui, voilà, qui fait qu'il était court de 4. Bon, il est capable de courir encore vite en état d'acidose, et puis il est capable...
oui, mais enfin, c'est la partie d'après, ça, je ne peux pas en parler. Mais il est capable ces 300 premiers mètres, ils sont pratiquement gratuits pour lui, quoi. Alors, sa méthode, non, je ne sais pas si... Si, il y a une méthode. François n'a pas eu des résultats comme ça en faisant n'importe quoi. Il y a le savoir-faire, bien évidemment. Mais la méthode, c'est... Jacques vient de le dire, quoi. Un sprinter, même s'il a... Combien t'as fait au 200 20,92. Bon. Il n'en a pas trop fait parce qu'il avait peut-être peur de se blesser. C'était moins court de 2. Aldo a fait 20,69. Leslie a fait 20,55 en indoor. Tes fils ont fait combien 20,31, donc encore plus vite. Lui n'en faisait pas trop. Bon, mais s'il avait fait une saison ou deux sur deux, je pense qu'il aurait abaissé. Il n'aurait pas fait 20,31, je pense pas, mais peut-être 20,70. Bon, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'était un sprinter. À partir de là, comme a dit Jacques tout à l'heure, il a joué sur l'équilibre, le fil du rasoir entre l'endurance-vitesse, un petit peu de ce qu'on appelait avant la résistance. Voilà. Ça, la question, il faudrait la poser à François. Mais oui. Oui, pas beaucoup même. Non, mais il n'y a pas de secret, cela dit. Il n'y a pas de secret, il y a un savoir-faire, il n'y a pas de secret. Celui qui dit qu'il y a un secret, non, non. Il y a avant tout des athlètes très doués. Après, il y a une osmose entre ces athlètes doués et l'entraîneur. Je ne doute pas qu'il y ait des athlètes doués, il y en a sûrement des athlètes doués. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une exposition de différentes méthodologies. Ouais. Et moi, ce que j'aurais souhaité savoir, c'est quelle est celle qui a influencé le plus, à un moment donné, le résultat des médailles dans au grand championnat. Est-ce que c'est plus une influence hyper qualitative, ou est-ce que c'est une influence un peu plus... Moi, connaissant François, je pense que c'est ce qu'on a proposé en dernier, un petit peu un retour à l'équilibre. Un exemple, Marc, il est là, Marc Foucan. Une année, il bat le record de France sur 300. Oui, là-haut. Il bat le record il fait la meilleure perf sur 300. Je me dis, ça y est, c'est le premier garçon à faire moins de 45. Eh bien non. Il a manqué un petit truc. Comment t'avais fait au 300, combien 31,85. Tu vois, alors, qu'un coureur de 2 batte le record du 300, le maître, il fait un 300, il bat le record de France du 300, on va se dire, bon, c'est normal, c'est le maître. Bon. De là à ce que le maître fasse moins de 45, c'est autre chose. Mais Marc, affiché et entraîné comme un coureur de 4, qui bat le record du 3, fait moins de 45, ben non. Il y a manqué un petit truc. Mais oui. Donc, un entraîneur anglais que moi j'avais fait venir à l'époque, il nous disait à l'époque que nos coureurs de 200, enfin nos coureurs de 400, ils avaient des chronos sur 2 qui leur permettaient de faire moins de 45. Bon, allez, je ne parle pas de l'entraînement, non.